Je vais donc faire la conférence en espagnol parce qu'on m'a proposé le choix entre le castillan, l'anglais. Mais comme il y a beaucoup d'images, ça sera beaucoup plus fluide. Je vais pouvoir respecter ainsi le temps. Tout d'abord, je tenais à remercier à Francis de m'avoir invité ici à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Pour moi, c'est un grand honneur d'être ici avec vous. Et j'ai très envie d'échanger, et particulièrement de partager cet espace. Et après l'échange, après la présentation, j'aimerais bien avoir votre avis, j'aimerais bien recevoir de votre part une interaction sur votre opinion, ce que vous en pensez, justement sur cette époque dans laquelle nous vivons, la condition humaine de notre espèce, c'est un peu de cela aussi que je voudrais parler. Donc les topographies dans le temps. C'est ici un peu une conversation, un échange où j'essaye de présenter le sens de l'architecture, qui essaye de présenter cet espace en continuité que nous vivons tout au long de notre existence en tant qu'êtres humains, mais peut-être s'il y a des personnes qui ont été formées à l'architecture aussi en tant que designers, lorsque nous faisons des projets sur l'habitat, sur le lieu d'habitation, et j'aimerais que cet échange, que cette présentation provoque plus de questions, de doutes plutôt que des affirmations. Merci beaucoup, c'est parfait. Donc, cela fait partie de la conférence, topographie dans le temps, comme je vous l'expliquais. Et cette idée de la continuité, eh bien, je vais l'aborder. J'aimerais que vous vous fixiez sur cette personne, cet enfant avec cette ligne de terre entre deux éléments, entre la terre et l'eau. Nous allons parler de cette condition de la limite de l'échelle domestique d'un lieu habité comme un village, une ville, des maisons, des habitats en définitive. Et puis nous parlerons également de cette ligne qui se poursuit et ce changement d'échelle, l'échelle géographique, mais pas parce qu'elle est plus grande qu'elle n'est pas notre habitat, qu'elle n'est pas également le lieu où nous habitons la maison. Les autres espèces animales le savent parfaitement et nous, cela fait beaucoup d'années qu'ils nous dépassent dans leur intelligence de l'espace. Ils parlent d'habitat, mais pas tellement de construction. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est plus le véritable sens de l'architecture. Ce n'est pas tellement le terme d'architecture en tant que tel, en tant que substantif qui m'intéresse. C'est surtout ce sens de habiter qui m'intéresse. Et si l'on y penche, lorsque l'on projette, on ouvre vraiment tout ce champ des possibles dans la projection, toutes ces conditions de l'habitat. Ici, c'est au Cap de Creus, tout près du dessin qui montrait le village de Cadaqués. Et voyez cette condition d'habiter, cette architecture sans architecte qui est ce refuge de pêcheurs, cette cabane de pêcheurs où il y a un élément préexistant du patrimoine finalement en tant que condition du lieu, la roche, le rocher qui cède aux matériaux pour ce refuge, il cède son inertie thermique pour réguler le climat en hiver, en été, offrir de la chaleur ou de la fraîcheur, en lisant avec le plan horizontal le sud, donc, et l'orientation avec le rocher, ça protège de la tramontane et ça a permis d'habiter en harmonie avec les quatre éléments. Un élément très différent qui est une grande architecture, mais là encore sans architecture, dans le champ de Tarragone, un peu plus au sud. C'est là où en général je travaille, où je travaille également à l'université. Voilà cette construction paléphytique en bois avec ces deux arbres qui sont plantés à 5 mètres de la construction avec une orientation sud, une structure secondaire de bois qui sont les branches et une pont intelligente qui, en été, est là pour offrir de l'ombre et elle disparaît en hiver pour proposer la chaleur du soleil. Ces conditions du vivre, de l'habiter, c'est vraiment ce qui m'intéresse, c'est cette condition du lieu. C'est ce que nous voyons ici sur les dessins qui sont à gauche d'enfants entre 3, 4, 7 ans.
Et à droite, des dessins d'étudiants en architecture de 2e, 3e, 4e année. Je leur ai demandé de dessiner exactement la même question que l'on demande aux enfants, c'est-à-dire dessiner une maison. Mais la différence, c'est qu'entre les uns et les autres, la condition du lieu a complètement disparu. Et l'élément, l'architecture, apparaît comme un élément qui résout, en faisant table rase, cette condition du lieu. Pendant cette présentation, justement, j'aimerais, dans une certaine mesure, montrer que pour moi, la première construction de cette condition du lieu, et si nous savons lire finalement ces différentes conditions de l'habiter, l'action de l'architecture finalement consiste à l'activer essentiellement. C'est-à-dire que l'architecture, c'est un élément de médiation entre une condition de lieu et des besoins d'une espèce animale, et dans ce cas-ci, l'espèce humaine. Cette médiation, c'est l'action du projet en soi. Donc, en général, habituellement, cette abstraction dont nous avons besoin pour projeter, eh bien, c'est difficile qu'elle nous ramène à la réalité. Il ne s'agit pas d'habiter. Quand on parle de cela, on ne parle pas d'architecture. La condition indispensable de l'architecture, c'est qu'elle soit habitable, n'est-ce pas? Et dans ce sens, le projet moderne, cette structure domino, continue à prévaloir aujourd'hui. Elle continue à être au centre, à l'intérieur de la structure des constructions, des édifications, que ce soit avec du béton, avec du métal. Cette structure en barre, c'est l'élément de base de la construction dans ce premier monde, on pourrait dire. Mais ce projet moderne des années 70-80, avec des constructions superficielles, renvoie à l'histoire. C'est le postmodernisme historique. Et puis, 30, 40, 50 ans passent et désormais, il y a un postmodernisme qui est fondé sur la nature. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des frontons, des frontispices grecs, eh bien, on plante des arbres. C'est une critique qu'il faut que nous nous fassions, n'est-ce pas? Parce qu'il semblerait que des plantes vertes, si on plante des arbres, eh bien, on se relie à la nature, on établit cette relation. En fin de compte, la réflexion, c'est que nous sommes la nature et que ce que nous voulons faire, c'est d'établir des relations harmonieuses entre les différents processus dans lesquels nous habitons. Et nous verrons cela aussi par la suite. Et en général, on projette avec des métaphores dans l'architecture contemporaine, et cette façon rapide à laquelle on veut parvenir d'une façon très banale et superficielle permet d'établir une relation métaphorique, c'est-à-dire que A égale B. Je préfère penser à un système d'analogie d'une relation entre des choses semblables. A divisé par B ressemble à C divisé par D. A, 4 pattes, C, 4 roues. B, c'est-à-dire un appareil de combustion avec un cœur, des poumons, et D, c'est un moteur. L'analogie, c'est transporter, c'est un verbe. Si nous prenons en pensant à des verbes et des adjectifs, nous allons ouvrir encore plus le projet, nous verrons encore plus loin de façon beaucoup plus profonde. Voilà, là, c'est encore un point très important. Cette personne sait lire cette espèce de tapis thermique par une sorte de nécessité. Il adapte la condition du lieu et construit une architecture avec son mouvement, avec son geste. Il interprète cette condition du lieu et il habite donc le lieu. Cette personne doit être là pendant 8 heures et avec un geste qui probablement vient de générer une tension, une mode, etc. Eh bien, ce déplacement du point d'ombre fait que, eh bien, il se brûle les jambes. Donc, il doit résoudre ce problème. En fait, cette erreur stratégique du projet tel qu'il a été fait. Ici, c'est le campus de mon université, un mobilier qui est extrêmement onéreux pour pouvoir s'asseoir et pour pouvoir faire un pique-nique. Au printemps, en été, les arbres sont plantés au nord. L'ombre, eh bien, est orientée vers le nord et non pas, et ne sont pas plantés avec ce bon critère. Finalement, eh bien, nous nous adaptons, quelle que soit la situation, tout comme les autres espèces animales, et en tout cas, c'est ce qui nous sauve. Le rapport des épaisses avec cette maison commune, qui est la planète, fait qu'il y a à peine 4 millions d'années que les premiers hominidés apparaissent. 4 500 milliards de planètes. Nous ne sommes rien, finalement, à l'échelle
de ce lieu dans lequel nous habitons finalement 250 ans seulement depuis la révolution industrielle. Et justement, lorsque cette tradition agricole qui fermait le cycle s'arrête, eh bien, nous commençons à nous éloigner de ce lieu. Nous commençons à construire des maisons en verre avec une erreur stratégique comme celui de l'effet de serre dans des climats chauds. Il faut créer un climat artificiel qui dépend de combustibles fossiles pour pouvoir habituer avec cette erreur stratégique de l'espèce, etc., etc., etc. Et maintenant, eh bien, c'est imparable. Eh bien, en 21e siècle, nous nous effondrons. Et donc, comment allons-nous nous préparer aux effondrements qui arriveront pour une société extrêmement fragile? Et voilà ici la maison que j'interprète, dans laquelle nous devons nous projeter comme des êtres encore biologiques. Voilà les maisons ou le concept de monde que nous avons, n'est-ce pas? Une autre métaphore, n'est-ce pas? Dans un horizon fini, dans un horizon qui est en général en papier mâché, avec des climats artificiels, avec des cycles qui nous expulsent et nous éloignent de cet autre lieu. Et là, eh bien, cela me fait penser à ce moment dramatique, cet horizon fini de papier mâché où la main projette une ombre. C'est lorsque Truman arrive à cet horizon et il voit que son monde est en papier mâché et qu'il est contrôlé et qu'il est fini, n'est-ce pas, où il le pique avec la baume du bateau. Eh bien, pour moi, entre l'horizon et le sujet, il y a toujours un espace, et c'est l'espace des questions, l'espace de l'incertitude, qui est l'espace naturel du celui qui projette, celui qui fait le projet ou de la personne qui pense. Plus il y a de profondeur dans les questions que nous allons générer, plus nous allons nous rapprocher d'une possible affirmation. Et dans cette projection, nous avons ces deux constantes, l'horizontale, l'espace, donc l'horizon, et la verticale du temps, qui est le cycle quotidien de la journée, etc., etc. Et pour conclure avec tout cela, Antonio Guterres, il y a un an, lors de la COP27, a dit eh bien, qu'il fallait coopérer ou et finalement disparaître. C'est un espace compétitif actuel face à l'espace coopératif, la gestion du système binaire des égaux, la prise de conscience et le fait d'accéder à une supraconscience, etc., etc. Le futur de l'espace, de certains secteurs, élimine complètement, c'est-à-dire la possibilité d'avoir une dimension spirituelle, la possibilité de cette prise de conscience par rapport au milieu, puisque nous en faisons partie, et liquider dès que l'on nous projette comme des algorithmes, comme une information qui va voyager de façon éternelle dans l'espace comme trans ou post-humain. Et là, je laisse là la réflexion. Je me positionne dans l'espace de l'être humain biologique, dans cette incertitude et ces questions. Et ce que nous allons faire, c'est là un peu circuler comme une goutte d'eau, fluir que sur des territoires où j'ai pratiqué l'architecture. Dans cette notion de l'habiter, nous nous rapprochons de différentes échelles et nous allons sur la côte est de la péninsule ibérique, la côte catalane, et nous nous positionnons sur la région de Tarragone, vers ce point où nous voyons qu'il y a une structure territoriale qui a une sorte, disons, ce qu'on pourrait appeler des tesselles agricoles, en fait des petits morceaux comme si c'était des tesselles, et qui est créé par un concept que l'on appelle la pluie topographique. Nous voyons qu'à quelques kilomètres se trouvent les montagnes et c'est simplement l'évaporation de l'eau de la mer qui est transformée en eau douce, qui rentre dans l'intérieur des terres, qui parvient à la montagne. Elle est obligée à s'élever, elle se refroidit, elle se condense et elle pleut. Et là, elle revient, elle devient un ruisseau. Et c'est ainsi que l'on construit un petit peu ce bocage, cette espèce de bocage agricole pour essayer de recueillir l'eau qui est en mouvement constant. Et par conséquent, on peut construire de façon harmonieuse sorte de bocage comme des tesselles, n'est-ce pas? Cette relation entre le territoire des 4 éléments, la terre, les espèces vivantes, les espèces animales, végétales, etc. Et puis, moi, je l'ai expérimenté à 17 ans lorsque on a recommandé à aller à Montroig del Camp, donc
à la propriété de son père quand il disait il avait beaucoup de stress, une formation à Miró, justement, lorsqu'il habitait à Barcelone et ce qu'il voulait, en fait, c'était être peintre. Donc, cette condition du lieu avec la pluie topographique, c'est celle que nous voyons ici dans cette deuxième référence, ici, de cette condition palaphytique qui nous parlait de l'évapotranspiration de la matière végétale, ici dans ce cas-ci, avec ces deux grands arbres, ces deux grands platanes, cette goutte qui traverse le Camp de Tarragona, qui passe sur des logements sociaux dans la ville de Salou, où nous avons interprété cette espèce de circulation de l'air dominant, le vent dominant du nord-ouest, qui est le Mistral. Il y a donc deux couches végétales pour pré-refroidir cet arbre, qui sont les peupliers que nous avons plantés, une frange de 10 mètres juste avant d'atteindre les logements sociaux, et deux sortes de courtines ici avec de la vigne vierge qui font leur fonction en été et puis également en hiver lorsque les feuilles tombent. Donc, ces conditions de l'habitat, de l'habiter, qui permettent que chaque habitant, que chaque groupe d'habitants puisse interpréter à sa façon, selon leurs besoins, des espaces intermédiaires au sein de l'espace communautaire où les gens se rencontrent, se retrouvent au cœur de l'édifice, du bâtiment, et peuvent ainsi avoir des activités collectives, des rencontres. C'est donc l'espace le plus frais en été. Et ce que j'expliquais, donc cette façade avec cette peau dominante, ces deux parties, les façades nord et nord-est, qui a donc finalement cette vigne vierge, tandis que le côté sud, c'est là apparaît l'espace collectif avec des ombres, des espaces d'ombre sur ces terrasses d'1,60 m. C'est une taille très importante ou des espaces ensoleillés que chaque usager va choisir et qui peut également interpréter librement aussi bien l'intérieur que l'extérieur de cette habitation méditerranéenne. La transition entre l'intérieur, l'extérieur et puis l'habiter de façon indistincte l'un ou l'autre en fonction du moment de l'année, c'est essentiel pour comprendre que le climat est un allié. Ce n'est pas quelqu'un avec qui on doit entrer en concurrence, comme on le dit toujours politiquement, qu'il faut lutter, n'est-ce pas, contre le changement climatique, alors que nous sommes lorsque c'est un peu notre espèce qui l'a généré. Ce sont des absurdités de cet ordre que j'aime remettre en question ici. Donc, voyons comment cet animal, dans ce cas-ci, un chien, qui intelligemment sait que tous les matins, il a sa dose de mélatonine en s'étendant au soleil ici. Voilà, on est en plein mois de février, là, la maison est à l'ombre, mais lui, il sort au soleil. Il a les deux options et il interprète l'habiter comme il le veut. En fin de compte, c'est un exercice complexe, en fin de compte, mais que l'on essaye de résoudre avec des éléments essentiels. Des petits exercices qui ont été réalisés auparavant à Barcelone, comme des sortes de prototypes pour la structure verticale, avec des ombres verticales, avec cette transition, la limite entre l'intérieur et l'extérieur. Et dans ce cas-ci, ici, c'est une habitation dans le quartier de Gracia à Barcelone, ou ici, horizontal, dans un club de tennis, un espace collectif, un espace intermédiaire entre un sport et un autre, un espace pour prendre un rafraîchissement lorsque l'on a fini l'activité sportive. Et également, cette condition du climat, c'est celle qui a été remise en question dans une exposition dans la Casa à la Pedrera, qui dénonçait l'action humaine de la croissance illimitée et qui s'orientait vers un nouvel équilibre naturel. Nous avons travaillé avec 40 000 feuilles de papier blanc qui ont par la suite été recyclées pour que, dans une certaine mesure, faire s'effondrer tout l'espace et puis ici nous rapprocher par la géographie du ciel de Jujol et des pilastres. Et nous avons donc cette goutte quitte Barcelone, va par l'école d'architecture de Reus et de rentrer dans un espace universitaire que nous avons utilisé pour recevoir les étudiants de première année. C'est une
école et nous m'ont demandé ce projet comme chef d'études en 2005. J'y ai été chef d'études pendant 8 ans et donc j'ai assuré les cours de la première et deuxième année, 2005 jusqu'à 2016. Et depuis 2016, je m'occupe de la 5e année jusqu'au projet final. Les étudiants des premières années commencent l'architecture pour essayer de comprendre les conditions de l'habitat, ce plan horizontal ou non horizontal, comme nous le verrons, de 25 mètres sur 100 à une certaine topographie et 114 unités qui travaillent comme un ensemble avec une masse végétale dont la température intérieure change. Nous parlons de ces choses-là. Ils découvrent l'espace finalement à l'aveugle et ils se rendent compte que la vue n'est finalement qu'une paire de béquilles. Elle nous empêche d'avoir cet contact tactile, on pourrait dire. Et cet espace que nous leur avons proposé de comprendre à partir finalement d'une trame de 2 mètres par 2 mètres avec des éléments très légers qui ont tracé finalement l'horizontale par rapport à des points et ils ont vu les différentes hauteurs par rapport à 15 ou 2 mètres 40. Il faut donc comprendre avec le corps cette topographie, avec cette mer de fil en bas, en haut et comprendre donc la condition de l'espace que nous touchons, l'espace du vivre, de l'habiter se déplace sur une échelle humaine, mais en réalité, depuis un certain nombre d'années, nous essayons de vivre de plus en plus en hauteur, en consommant de plus en plus d'énergie, mais d'habiter civiquement cet espace, eh bien, cela permet de respecter. Et il y a une sorte d'aspect coopératif, bien sûr. Il est certain que si l'on rentre en concurrence, on va aller vers le haut. Et ici, on a compliqué un petit peu cette trame. Ils vont commencer à comprendre l'espace avec le corps en faisant ces exercices. Et il s'agit de baliser l'espace horizontal en faisant un plan topographique de cet espace. Ça peut sembler très simple, mais finalement, les étudiants de première année ont organisé la fête de fin d'année, finalement, de toute l'école, de toute l'université. Donc, ce sont des exercices de première année d'architecture ici. Il s'agit de construire, de projeter une ombre, de projeter un endroit, une sorte de refuge, d'abri, un exercice qui est brillant pour moi, simplement avec, en fait, cette espèce de maille agricole, c'est ce maillage qui permet avec lequel on fait la récolte des olives. Et donc, là, ils comprennent avec simplement à la main les mesures, comment le faire. Ce sont différents exercices que l'on fait pour essayer de projeter une ombre. Ce sont des exercices tout à fait habituels que l'on fait en première année. Donc, on passe ici à la grande échelle, au territoire, le cycle de l'eau, les ressources, la mobilité, le changement d'habitude qui est le grand défi de l'espèce. Et ici, même là, en 5e année, pour le projet final, on envisage les changements du plan général de village en municipalité, une municipalité qui ferme cette muraille contemporaine, des rotondes et puis des routes autour d'un centre historique. Mais cet espace qui était encore inachevé, on propose vers le sud ouvrir cet espace pour que surgissent des nouveaux éléments dominants qui est donc la rivière qui passe à côté du village. Des choses, c'est très simple, ce sont des choses que nous mettons en question, on propose des exercices, on fait une interaction avec les maires des villes ou des cantons et parfois ils donnent la première occasion, la première opportunité à ces jeunes architectes de pouvoir interagir avec la réalité de leur village. C'est eux qui choisissent le lieu où ils vont travailler et qui doit être lié finalement à leur tradition, à la tradition de l'habitat depuis qu'ils habitent là, depuis qu'ils étaient enfants. Et il y a cette possibilité de travailler en 5e année sur ce projet de façon à ce qu'il soit prolongé pendant 2 mois ou même 2 trimestres supplémentaires. Et finalement, on en arrive à des plans extrêmement complexes. Ici, c'est le plan général de la ville de Lérida. Ici, la proposition, c'est un projet extrêmement brillant également d'un élève de l'école qui a projeté vers 2050 comment cette ville est repensée en comprenant le cycle de l'eau et comment les vergers, la rivière, le fleuve interagissent avec la ville, en fait.
fait. Ici, ces montagnes, ces collines, ce sont des collines témoins et plutôt un projet qui propose donc un parc sur toute cette meseta, on pourrait dire, sur ce plan, et donc comprendre les patrimoines, essayer de les cartographier. Et c'est là où l'on entre vraiment aussi sur la ville de Lérida avec un concours du Musée du Climat en 2008. Là, depuis le satellite, on voit ces points jaunes, verts et bleus qui sont donc le cycle de l'eau, les 4 éléments de l'irrigation, la zone sèche. Et nous voyons ces structures, des structures qui sont déjà avec une anthropisation humaine. Certaines sont responsables, bien sûr, à l'échelle, avec le rapport avec le lieu, d'autres à l'échelle industrielle qui commencent à s'effondrer. Cette tache grise qui est la ville, et si c'était un tissu, eh bien, nous ferions une analogie avec la médecine, parce que cela pourrait être une sorte de tissu qui n'est pas vital, qui pourrait être en train de se nécroser, et l'ouverture de ce port est essentielle dans la ville contemporaine. Ces zones vertes, ces points jaunes, selon que comprend, pour pouvoir implanter le musée du climat, la condition entre une sorte de plaine sur le haut et puis des collines et à micro-échelle, on aurait ces deux conditions. Donc le projet envisage ici de reconnecter les limites entre ces deux altitudes, interpréter la topographie, interpréter le cycle de l'eau, interpréter ce cycle annuel d'accumulation de l'eau à des altitudes supérieures et fermer ainsi cette section conceptuelle entre la terre, l'air, l'eau et le feu et proposer ainsi, et c'est ce qui devait être comme le 3e Cosmo Caixa d'Espagne, mais avec évidemment en 2008, on est en pleine expansion jusqu'à arrivent les Lehman Brothers et donc nous avons proposé avant le début de la crise et qu'il y ait cet éclatement, nous proposons que l'énoncé du concours, eh bien, nous le remettons en question, nous cassons les fenêtres, les verres, et nous proposons que le musée du climat soit l'expérience du climat, et dans ce cas-ci, le climat continental de la ville de Lérida. Et donc, l'énoncé demandait un bâtiment qui soit toute l'année entre 19 et 25 degrés, tout comme depuis le premier monde, on veut habiter toujours dans cette température. C'est là, on se soit sur la planète, toute l'année on veut être dans un climat tropical, bien que l'on se situe dans des climats polaires, désertiques, continentaux ou méditerranéens. Voilà donc la proposition du projet, c'était donc une construction, une topographie en continuité qui propose un changement d'habitude et finalement c'est un manifeste. Donc le cycle de l'eau, la végétation autochtone. Nous pourrions même parler de ce paysage, ne pas planter de nouvelles plantes, mais utiliser ce que l'on a et le reconduire de façon harmonieuse. Le point de rencontre ici du musée du climat en tant qu'espace de rencontre, point central où l'on propose donc une pergola avec un plan libre et essayer de comprendre la matière végétale en tant que constructeur d'habitabilité. En fait, cet espace qui est celui qui accueille le public, eh bien, permet de lire les cycles annuels. Mais ce projet, qui est celui du concours, finalement a été interrompu en 2011 en raison de la crise. Et ce que nous faisions là, c'était ce mouvement topographique, en fait, essayer de construire un grand trou où l'on aurait travaillé l'inertie thermique avec ces terres qui avaient été déplacées. On a fait un terre-plein de 8000 mètres cubes avec une sorte de promenade périmétrale qui était soutenue par le matériau des excavations. Ici, nous avons complété cette montagne avec une autre topographie pour monter et descendre. Et puis, les voies qu'ont construit les camions pour construire cette excavation ont fait partie du parc final que nous avons construit. Nous avons élargi
élargi la parcelle du concours de 12 000 m² à 60 000 m² et nous avons réduit le budget à d'environ 30%. Et donc, précisément, en remettant en question cet énoncé du concours et en comprenant que l'expérience du climat était réellement le musée du climat. Là, on voit les matériaux qui sortent des excavations. Ici, on l'accumule, on construit cette espèce d'altiplano, on pourrait dire ce terre-plein en hauteur. Le déplacement, la mobilité entre les différentes zones, croisements entre les espaces, une plus grande porosité pour faciliter les accès avec cette condition préalable pour parvenir à celle-là, un espace qui finalement permet de construire un amphithéâtre à l'air libre et la structure élastique avec de la tôle ondulée, de l'acier ondulé qui serait donc ces 2,50 m de champ pour avoir donc ici des glycines périmétrales. Donc, il y a une sorte de maillage agricole que l'on a ici. C'est un espace où sont programmés des événements culturels, des rencontres avec les écoles, les gens du quartier, la programmation sur un support, et dans ce cas-ci architectural, comme il l'appelle, eh bien, est essentiel au lieu de construire des programmes qui sont fermés, renfermés sur eux-mêmes. Donc, en 2012-2011, lors de l'interruption de la construction, et donc nous avons proposé que pendant 4 ans, l'espace soit occupé avec des budgets très très bas, 2015, 14, 15. Donc on utilise du maillage agricole, un filet agricole. On a créé cette zone temporelle au fur et à mesure que la glycine grandit. On va travailler sur les lieux de transit, de passage avec des graviers, avec des tapis métalliques de façon à ce que les fauteuils roulants puissent circuler. Et puis surtout, cette condition matérielle et le passage du temps. En fait, comprendre que le temps est constructeur d'habitabilité. Nous ne luttons pas contre le passage du temps, mais nous circulons, nous sommes fluides avec lui. Voilà, nous ne proposons pas du verre, de la silicone, des espaces fermés, mais plutôt des continuités, des transitions entre différents lieux, entre les changements d'échelle. Donc, on recycle des pièces, des éléments. L'idée de l'objet trouvé, n'est-ce pas? D'un élément qui apparemment est pauvre, qui ne peut pratiquement servir à rien, eh bien, on le réutilise à partir de la fonction en nous libérant de ce préjugé. Mais en fin de compte, c'est un lieu pour l'activité en comprenant la condition climatique l'été, les nuits, eh bien, lorsque le soleil se couche et que la température refroidit, on propose une sorte de cinéma à l'air libre, al fresco, où les personnes se réunissent. C'est un lieu de rencontre, finalement. Et à partir de cet espace, de ce lieu qui a cette condition un peu en forme de spirale, n'est-ce pas, en raison de la topographie de l'endroit, avec lequel on a fait une analogie en 2016 lors de la biennale Reporting from the Front dans le pavillon de la Biennale de Venise à l'Arsenale. Et nous avons raconté l'expérience du musée du climat avec cette analogie, avec ces plastiques en polypropylène et l'expérience de ces 36 mètres carrés du pavillon avec une information analogique qui permettait aux spectateurs de décider ce qu'ils voulaient voir et comment le voir selon la distance où se trouvait l'observateur. Cette analogie qui, en fin de compte, est cet espace qui, avec le temps, est petit à petit occupé par les glycines, cet élément dont je vous parlais, qui est donc la première idée du concours, qui est la transition entre la plaine et le bois qui se retrouve en bas, entre cette plaine aride, sèche, ouverte à l'horizon à 360 degrés, et cet espace un peu renfermé à l'ombre en été où nous voulons nous adapter, où nous voulons nous réfugier, alors qu'en hiver, nous voulons être finalement au soleil. Cette transition, eh bien, c'est là que
s'intégrer le programme de ces espaces intermédiaires. Et ce que je vous ai expliqué pour Venise, en fait, c'est exactement cela. Toutes ces relations entre la matière, entre les éléments naturels, les cycles, l'eau, etc., eh bien, c'est ce qui, dans une certaine mesure, nous expliquions. C'est-à-dire que l'énoncé du concours exigeait un bâtiment moderne, postmoderne, quoi qu'il en soit, mais c'est surtout en 2008, cette idée de durabilité était associée aux énergies alternatives. Ça continue à l'être, n'est-ce pas? Mais ces panneaux solaires, c'est finalement éoliennes. Nous avons transformé le pétrole en terres rares qui sont en Afrique, en Chine, mais on continue à nous développer de façon illimitée avec une durabilité active, consumériste. Et ce que l'on propose avec le Musée du Climat, c'est de travailler de façon passive avec les 4 éléments, terre, air, eau et feu, et puis avoir ces conditions et construire une sorte de petite géographie qui permet d'interagir dans les rapports entre les quartiers, entre différents points de la ville, et dans une certaine mesure permet d'élargir, d'étendre le cadre d'action, le domaine d'action qui était proposé dans le concours d'une façon civique, logique et tranquille, parce qu'on proposait dès le départ, c'est que le Musée du Climat, c'était finalement la planète Terre, c'était une question d'attitude, de la façon dont nous habitons ce lieu. Et à partir de cette spirale de Lérida, nous passons à la double spirale ici à Cerro, qui est un projet dont il s'agissait de pierres du néolithique qui se trouvait près de cet espace, de ce lieu. Voilà un dessin que j'ai fait en 2007-2008 dans lequel, pour trouver ces sillons gravés, on va passer par une double spirale qui va nous déconnecter de là où nous venons, et nous aurons cette expérience du transit, du passage, c'est-à-dire que ceux qui arrivent du passé ne rencontrent pas ceux qui vont vers l'avenir. Donc on descend sur une pente à 1% dans ces couloirs, et lorsque l'on arrive là où il y a cette espèce de sillon, la lumière zénitale et le silence absolu de ce sol en argile, de terre battue, ce qui nous permet d'avoir cette expérience de ces gravures. Donc l'espace est extrêmement important, les proportions, comment est cet élément continu qui évolue et donc évolue avec le temps. Donc une maquette que nous avons réalisée à une échelle 1/10 avec des briques de jouets, mais en fait elles ont été transformées en une sorte de grand porte-bouteille très très grand, comme vous pouvez le voir, ce qui nous a permis de travailler correctement sur cette porosité. En fin de compte, finalement, un étage qui semble être rigide, mais qui prend une sorte de dynamisme en raison des sections longitudinales et transversales qui offrent une expérience, une promenade extérieure-intérieure, une sorte de continuité et une expérience de l'habité, c'est-à-dire cette goutte d'eau qui continue à circuler en continuité et qui se déplace dans tout ce territoire. Donc, en fin de compte, on a cette spirale, cette circulation. Le dessin à gauche, où l'on peut voir ces 4 sections verticales, ces coupes verticales, et ce qui permet, c'est d'avoir une transition à l'échelle humaine, toujours à l'horizontale, en variant -3, plus 3 mètres de l'échelle humaine, en fait. Des matériaux très simples, mais qui ont des détails très étudiés, qui permettent de faire circuler l'eau, la ventilation, etc. Les limites, les tangentielles, ici avec ces éléments en fer qui permettent de construire un mur ou d'avoir un effet de transparence, le matériau végétal à partir de terre végétale du lieu, et puis les plantations spontanées de végétation autochtone. Les spores se déplacent, voyagent, et puis on a des coquelicots au printemps, et puis le paysage change de forme, des transitions entre différents types de revêtements, certaines analogies que nous avons retrouvées sur le territoire. Et puis, finalement, la fin de la spirale qui se termine sur ce qu'il
ce qu'ils demandaient au départ, c'est-à-dire un parc, enfin ce qu'on appelle un parc dans ce village. Et nous avons proposé que l'agriculteur du terrain d'à côté puisse planter du blé et puisse envahir ce lieu avec son champ de blé. Et c'est finalement la fin que nous proposons. Et voilà le lieu que nous avons trouvé. Et voilà le blé en herbe, on va dire, que nous avons ici. Donc finalement, des transitions que nous descendons par gravité depuis la place principale du village. Et petit à petit, on se trouve face à différentes situations pour l'habiter, une ombre, un banc où l'on peut s'asseoir et se reposer, une limite, un balcon. En fait, pour établir ces rapports avec cet horizon lointain, cette relation que sont avec les Pyrénées que l'on voit depuis Lérida, depuis la région, la province de Lérida. Donc, ces tangentielles construisent des sortes de cloisons, comme des portes, des sorties. À l'horizontale, nous voyons une lumière zénitale qui peut pénétrer dans une salle qui se trouve en dessous. Et là, on va faire un petit parcours dans ces espaces entre, dans ce cas-ci, ces espèces de porte-bouteilles en céramique dans la salle, finalement, de ces sillons néolithiques. Et dans ce cas-ci, voyons, on change d'échelle complètement de ces briques de 15 par 30 jusqu'ici avec ces porte-bouteilles de 15 par 50. Donc, vous voyez ici, on joue avec les échelles, avec une ambiguïté dans cette structure en béton, en travaillant très, très bien, en fait, avec cette claire-voie et cet élément céramique qui n'est pas pensé à partir de sa texture, à partir de sa forme finale dans une photographie, mais plutôt à partir de sa condition de porosité, ventilation et fondamentalement la température. L'harmonie, comme nous le voyons avec les étudiants de Reus, eh bien, est obtenue finalement en comprenant le tact, le goût, l'odorat et puis comme des éléments fondamentaux et la vue qui nous permet de marcher un peu comme des béquilles et cette suite, cet enchaînement qui nous permet de comprendre un espace lorsque l'on essaie de le comprendre un peu à l'aveugle quand on se met la main sur les yeux pour ne pas voir. Un soporte para un crecimiento en horizontal de Parthenocissus lancifolia, trepadora de hoja caduca. Les feuilles caduques, les plantes avec un détail de construction. Vous avez un enroulement autour des barres. S'il s'agit de quinquefolia, regardez ici les gouttes d'eau. C'est la propriété qui est liée à l'évapotranspiration de la matière végétale. On a donc un matériau qui nous donne cette ombre qui monte par gravité avec le poids des feuilles. De plus en plus, on a une sorte de courbe finale, un élément élastique qui correspond à la construction d'une tôle ondulée. En dessous, on a l'espace du vin avec le porte-bouteille construit à la verticale. Il faut qu'il y ait un lien entre l'intérieur et l'extérieur. Et dans ce cas, on travaille dans l'espace du vin avec 1800 bouteilles. On a du vin blanc de la région locale. Pendant l'hiver, on a ce bouchon de liège qui fait une sorte de respiration nécessaire. On a le verre. Avec un élément propre à ces constructions qui permet la séparation entre les bouteilles. Et en été, bien sûr, on n'a plus de liège. On en laisse quelques-uns. Vous voyez ici les points noirs, les points repères de bouchons. Lorsqu'il n'y a pas de silicone autour de la bouteille, et on peut à ce moment-là extraire ces bouteilles et provoquer une sorte d'effet Venturi, une ventilation croisée, là où il y a beaucoup d'inertie thermique. La bouteille est à 5 cm du coin extérieur pour éviter le rayonnement solaire pendant l'été, mais pendant l'hiver, évidemment, c'est différent.
un banc probablement abandonné qu'on a placé ici contre le mur, une sorte de dossier en forme de corde, les sections transversales avec les différents états de l'édifice et le dynamisme dont on a parlé tout à l'heure. Et ici, la salle polyvalente avec la lumière qui provoque ces reflets. On profite du fait qu'on est ici de l'élément néolithique. On a un lieu de rencontre qui peut permettre aux gens d'organiser des fêtes et des rencontres. La fameuse lumière zénitale dont on parlait tout à l'heure, c'est là que l'on peut exposer les dolmens, les pierres mégalithiques. On ouvre la porte et à ce moment-là, on a le transit, le passage vers la lumière zénitale, un espace qui respire. Peu à peu, on descend de plus en plus. On a une pierre de plus en plus fine jusqu'à ce qu'on arrive finalement à l'espace horizontal avec l'argile, la terre battue, comme sur une piste de tennis, un cours de tennis, silence total, la lecture de ces pierres, le repos total avec le silence. Donc on prend ensuite l'autre spirale en sens inverse et on continue de descendre jusqu'à ce qu'on arrive à l'extérieur. Et là, bien sûr, on se reconnecte aux cycles annuels du temps agricole. On continue notre parcours jusqu'au gisement de Yeso, la deuxième romanisation jusqu'à Lleida, la ville roumaine, 20 hectares en rouge avec un gisement, un champ de fouilles au nord, qu'on retrouve en bas, 2000 mètres carrés, qui ont posé un problème en 2018, justement lié à l'eau qui inondait les vestiges archéologiques. On devait les proposer. Nous avions très peu de budget. On nous a proposé, on voulait évacuer l'eau en dehors du champ de fouilles pour protéger les vestiges et bien sûr mettre en valeur ce champ de fouilles. Comment est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a réutilisé les terres, la terre que les archéologues avaient extraite et les réintroduire à l'intérieur du champ en construisant des superficies, des petits talus jusqu'à 50 cm de hauteur et reconstituer la forme de la ville romaine qui était enterrée, le Cardo Maximo, le Cardus Minor, l'îlot romain, et avec cela avoir un système de remblais d'excavation pour les prochaines campagnes de fouilles archéologiques afin de construire de nouvelles limites. C'est ainsi que l'on peut éviter les pluies torrentielles et permettre une évacuation de l'eau, une protection des vestiges non encore extraits, alors qu'il n'y a pas de ruissellement pour les vestiges déjà fouillés. Voilà ce qu'on a mis en place, des morceaux de bois pour reconstruire une muraille, les limites. Et toujours le passage du temps que vous voyez ici, le cycle annuel, l'évolution des terres, l'automne, les lichens d'hiver, cette lente évolution de la terre, la consolidation de la terre, tout cela formant une nouvelle topographie, un nouveau terrain. À l'intérieur de cette construction, au fond, on voit les thermes romains avec une structure métallique très simple à protéger, qui est à ciel ouvert. On voit une
couverture marron. Vous voyez le frigidarium, différents éléments des thermes anciens, et tout cela est recouvert de blanc à l'extérieur pour reproduire à la tour nord un nouveau périmètre et enfin construire une nouvelle topographie qui permet de résoudre un problème fonctionnel. Cela permet aussi de mieux comprendre la ville romaine, ou en tout cas ce qu'il en reste, et un système qui va permettre de faciliter les futures fouilles architecturales. Au nord, la limite nord, la limite sud, les murs de pierre, les talus, les instruments du monde agricole, ceux que nous avons utilisés dans cette autre limite pour travailler sur cette transition avec un programme contemporain. On continue pour nous approcher de Montmelo, Montornès, près de la côte, et ici, la stratégie sera très semblable. Les matériaux utilisés par les archéologues sont réutilisés avec une autre forme, une autre fonction. Une réalité métropolitaine, 2 villages, 2 fleuves, une autoroute, un train à vitesse normale, le circuit de Formule 1, un TGV, des polygones industriels. La réalité fragmentée et contemporaine de la métropole. Mais ici, ce que nous avons fait, c'est de revenir à la topographie. On voit les courbes de niveau, les différentes montagnes, les anthropisations humaines, les cours d'eau. On voit ici en rouge le champ de fouilles qui est ici, qui est une sorte de petite montagne, une petite acropole. Et au-dessus, on voit ce petit château romain, une sorte de temple contemporain. Ce que nous avons fait à ce moment-là, c'est qu'on a essayé de mettre en valeur en construisant une plateforme, différents niveaux. Il y a eu des habitations au sein du château et avec la double muraille également. On voit une de ces tours. C'est un exercice très semblable, mais avec une condition de lieu très différente. C'est un projet romain qui disparaît au fil des siècles. Les archéologues découvrent une nouvelle réalité. Avec ce matériau, nous avons construit une nouvelle topographie qui nous permet de savoir à quel niveau se situaient les différentes interventions romaines. La condition de limite, ce mur qui actuellement nous indique son auteur avec cet élément, et c'est ainsi que nous trouvons la nouvelle réalité, simplement avec 2 matériaux, la pierre qui est la licoreia, la pierre locale, et ce matériau élastique qui nous permet de travailler à sec, qui nous permet de travailler à la fois avec la traction et la soustraction. Autre limite, les mesures, donc 45 cm, 90 cm. La pierre romaine est mise en valeur avec ce grillage de fond. On met ensuite une maille qui est plus dense, qui permet de faire la différence entre les 2 pierres qui ont le même niveau d'oxydation. Une partie des pierres ont été extraites d'une carrière du XVIIe siècle. Et pour ce qui est des visions tangentielles, elles nous permettent de mesurer l'oxydation de la pierre. Cela permet de mettre en valeur la préexistence, outre ces plateformes qui nous rappellent la construction romaine.
Autres plateformes, visites guidées, activités culturelles organisées par les 2 mairies locales au cours de l'année. Maintenant, nous allons quitter quelques instants cette goutte d'eau catalane, mais j'aimerais quelques instants me focaliser sur un autre projet que nous avons présenté l'an dernier, le prix Piranesi. La question était très intéressante. Il s'agissait de mettre en valeur l'acropole, le Parthénon et le périmètre UNESCO. Il s'agissait de gérer toute cette masse de personnes qui seront rendent là tous les jours et ce mouvement permanent de gens, l'évolution de la matière depuis des siècles. Tout est construit, déconstruit et actuellement, en 80 ans, on a fini de construire avec de nouvelles pièces. Peu à peu, il y a eu adaptation, ce papier mâché. Les Grecs ont construit cela en 3-4 ans et avec la technologie, cela nous aura pris 80 ans. Donc nous avons remis tout cela en question. Ce que nous avons essayé de faire ici, au lieu de reconstruire les autres édifices, nous nous sommes situés au siècle de Périclès. Ce que nous avons essayé de faire, c'est de prendre la matière utilisée par les archéologues, prendre les pièces les plus importantes autour et remplir l'intérieur avec un certain nombre de pièces. Entre-temps, ce que nous proposons de faire, c'est de travailler sur les conditions de limite et essayer de travailler sur cette référence du 5e siècle. Nous avons réactivé ce musée avec une transition pour essayer de faire un lien avec l'espace actuel. Nous avons ouvert cet escalier. Nous avons travaillé avec un centre de recherche. On a proposé un centre de recherche ici. Nous avons continué de travailler avec ce matériau liquide, entre guillemets, ce mouvement, tous ces blocs de pierre. Et pour le reste des édifices autour, nous avons proposé ceci qui est très simple. Ils reconstruisent. Ici à droite, nous partons d'un élément de 8 cm qui va donner un sens à ces édifices. Et à ce moment-là, on a une référence de hauteur, une référence d'échelle et une référence de géométrie. Voilà la réalité que nous avons proposée, ce qui est réaliste sur le plan économique. C'est la raison pour laquelle nous avons présenté ce projet. Il s'agit d'un concours honorifique. Nous avons travaillé avec le Politecnico de Milan. Je pense que c'est une expérience qui en valait la peine. Nous avons terminé la visite pour poser cette question. Quel est le vrai Parthénon? Est-ce que c'est celui-ci ou celui-ci qui est un reflet? C'est plutôt une construction de papier mâché. Nous revenons maintenant à Tarragone. Autre construction avec cet élément élastique dont j'ai parlé tout à l'heure. Il s'agit d'une construction de fer, de cordes. On veut comprendre les inerties, les équilibrer. Il s'agit d'un élément vibrant. Ici, il s'agissait dans le théâtre romain de Tarragone, qui a été complètement vidé. Il ne reste plus que cet élément. On a voulu faire ici 2 opérations. Activer le grand parc avec un
projet qui n'a pas encore été réalisé et mettre en valeur le théâtre romain dans un premier temps, avec la construction de la topographie de l'orchestre. Nous avons proposé le plan horizontal pour comprendre le point central du théâtre. Et jusqu'où pouvons-nous aller avec la réalité actuelle, générer un certain nombre de lignes qui nous permettent de tracer le premier et deuxième secteur, avoir un premier et deuxième secteur. Ceci nous permet à ce moment-là de choisir des lieux stratégiques où on ne pourra pas mettre en danger les restes archéologiques. Et par analogie avec cette pièce statique, on interprète cela par le mouvement des acteurs contemporains qui, avec leur mouvement, veulent construire avec des tangentes, les formes, la géométrie, l'échelle de ce que fut en partie le théâtre romain, en permettant de revivre l'expérience d'être dans le même espace, mais à des époques différentes. L'époque de ces deux premiers secteurs. Le troisième secteur, c'est impossible, car autrement, on aurait empiété sur les voisins. Ici, on a le front de scène avec d'autres acteurs, d'autres spectateurs, et telle est l'idée, avec très peu de ressources, comprendre le théâtre et le faire revivre à l'époque actuelle. Et nous descendons donc de Cantaco. Nous allons à Vic, la ville de Vic, où nous avons remporté un concours pour mettre en valeur le centre historique, les différentes pièces où naît la ville, l'origine de la ville, donc la place du marché qui se trouve ici, un espace tout à fait incroyable, probablement la construction la plus symbolique de la ville. Et ici, comme élément antagoniste, nous avons donc le théâtre romain néoclassique reconstruit au XIXe siècle, ce qui avait été en fait une cour romane a été construite. Il y avait un château roman qui était un petit peu ce qui était autour, une église baroque et deux chapelles baroques. Dans le concours, nous avons proposé le passage entre ces deux espaces qui cohabitent dans des époques différentes et à partir de ces espaces intermédiaires, essayer de comprendre ces réalités et d'offrir des expériences entre le vide de la place du marché et les restes historiques, donc en faisant des sections transversales qui permettent de circuler, couper en même temps, et d'offrir ainsi une expérience espace-temps, comme on pourrait faire ici avec une analogie avec Escher ou même avec Piranèse à l'époque baroque. Ces espaces de déplacement, ce sont qu'on propose, qui apparaissent ici, et des transitions entre avec un petit peu une chapelle baroque, un nef central, l'activation d'un mur roman, le passage au-dessus de fouilles romaines qui apparaissent dans une chapelle baroque, ce point qui connecte trois points de moments différents à des époques différentes avec une sorte de courtine noire qui marque, disons, les époques différentes avec des rideaux noirs plutôt. Et puis voilà, on a un peu l'explication ici telle qu'elle apparaît. Un système d'analogie pour un peu comme Léonard da Vinci, un peu, on se rapproche un petit peu comme plus proche de Léonard da Vinci, avec un système de cordes qui permet d'ouvrir et de fermer l'oculus. Et puis ici, nous avons découvert ces fouilles, mais quand nous sommes arrivés, il y avait cette chapelle. Nous avons ouvert le mur du fond, qui est donc le château roman, une sorte de gisement vertical. Nous avons découvert la ville romaine dans le sous-sol, et nous avons proposé de changer cela et d'avoir un espace qui permette de circuler au-dessus de ce patrimoine. Il y a eu d'abord une certaine résistance, mais ils ont bien
bien compris que ce qu'ils voulaient cacher, ces restes, et faire une sorte de salle d'exposition ici, eh bien, ce n'est pas vraiment ce qui correspondait finalement. Donc, eh bien, nous avons proposé de réaliser cet espace qui a plusieurs aspects dans lequel on peut avoir également des activités, etc., etc. Ce ne sont pas des microplots, disons, c'est avec des tuteurs en fer strié, avec des platines de 50 cm qui rentrent, et puis ensuite les tuteurs en fer strié qui le supportent, qui permettent de maintenir cette passerelle, donc une transition vers la partie baroque, la porte que nous avons récupérée. Et nous avons refait ici toute l'huisserie, nous l'avons positionnée. La porte n'existait pas, il y avait une porte vitrée, nous l'avons reconstruite et nous avons proposé que, disons, que la porte, disons, moderne, plutôt que de faire le trompe-l'œil, nous l'avons gardée avec vraiment tout le travail du menuisier. Dans la nef du fond, l'année dernière, nous avons fait la deuxième partie qui consistait à éclairer cette partie baroque. Nous avons utilisé les corniches et les moulures verticales pour installer des éclairages indirects dans toute cette nef centrale qui, normalement, est utilisée pour des expositions, des concerts, etc. Les chapelles latérales sont mises en valeur et ce sont les éclairages qui restitue la lumière dans la nef centrale. Et dans la partie supérieure, sur la surchapelle, il y a des espaces où on peut accéder à des espaces secrets. Donc, nous avons mis un plancher en bois. Nous avons positionné des escaliers pour pouvoir découvrir l'oculus supérieur, pour avoir, depuis cet espace-là, avoir une vision zénithale de toute la nef, donc en utilisant les couloirs qui sont au-dessus, et puis découvrir ici des espaces tout à fait incroyables avec ces limites, de façon à ce que les visiteurs puissent aller voir et puis se déplacer et découvrir cette sorte d'archéologie ou cette architecture de la rareté à ce moment-là. Ici, on a la nef centrale et un peu sur le plafond. Ce que l'on fait, en fait, c'est ouvrir les parties latérales de façon à ce que l'air circule. Et quand on est assis sur cette chaise, eh bien, on est dans la section transversale au-dessus de la nef, sur le transept, on pourrait dire. Donc, en fait, cette complexité classique ici est traduite par ce dessin qui a donc un seul corps avec des temps différents. Et ce que nous faisons, c'est d'activer des situations de façon à avoir l'expérience de cet élément de façon contemporaine. Et partant de Vic, un exercice d'il y a 12 ans, avec des étudiants de l'Institut d'architecture de Barcelone, avec José Luis Mateo. Il m'a proposé d'avoir 23 étudiants qui venaient de cultures différentes du monde entier, très numériques. Je leur ai proposé de marcher pendant 3 jours sur plusieurs kilomètres en suivant le cours d'eau du Congost, de la rivière Congost et du Besós jusqu'à leur arrivée à la mer. En fait, ce sont des fleuves. Et donc, nous avons zone rurale agricole, agricole industrielle et urbaine pour arriver à San Adrián, à Barcelone, qui nous indique comment, en passant par des lieux secondaires, nous voyons que le cours d'eau nous indique des espaces d'opportunité, tout comme des espaces publics. Dans le cas du Besós, dans le cas du Recuntal à Barcelone ou de grandes villes contemporaines qui tournent le dos à ces espaces. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons cartographié 69 paysages d'incertitude en travaillant avec des points de croisement sur des éléments sur les bords des fleuves ou des éléments qui sont situés à une certaine distance. Ce que nous avons fait finalement, c'était de travailler avec cette masse critique de 23 étudiants, professeurs assistants, un photographe professionnel, et nous avons enregistré jusqu'à 18 000 photos, images, qui par la suite seront cartographiées pendant les 7 jours suivants de cet atelier
qui permettront d'avoir des conclusions comme celle-ci, c'est-à-dire de traverser de ce gué de façon très simple, plan, section, de façon très simple, une façon de découvrir tous ces espaces qui parlent par eux-mêmes, toujours avec le cours d'eau, autour des espaces contemporains qui sont activés en tant qu'espace public utilisable sur le long des accès aux villes. Et puis là, nous arrivons jusqu'à la mer, une situation beaucoup plus urbaine, des situations paradoxales. Le système des dunes lorsqu'il arrive dans le delta du fleuve Bessos. Et puis ici, on a cette passerelle de 200 mètres qui nous permet de pénétrer dans la mer et avoir un regard vers la ville de Badalona, qui est le point où s'est achevé notre parcours. Et à Badalona, il y a 25 ans, cet exercice qui a été proposé sur un ancien entrepôt industriel transformé en logement. Nous avons travaillé avec des linteaux céramiques occupés par des plantes grasses qui n'ont pas besoin d'arrosage. Ce sont des plantes prédésertiques. Nous avons travaillé sur des espaces de communauté qui soient poreux dans une ville assez dure, qui a des conditions dures, mais à cette limite, nous avons travaillé sur cette situation anthropologique telle qu'on peut le voir apparaître sur ces images. Ici, des cloisons tout à fait traditionnelles dans cette ville, bien ventilées, qui sont proches du bâtiment, et cette matière se transforme en port et qui travaille donc avec le passage piéton. Et en haut, sur le bâtiment au passage piéton, c'est le passage des communautés avec les lieux de rencontre que les habitants occupent, outre les plantes grasses que nous avons proposées, n'est-ce pas? Avec le temps, eh bien, elles occupent l'espace, ensuite l'espace de gravier, les lieux de rencontre, les lieux de jeu, les aires de jeu des enfants. Et puis là, nous allons vers le nord pour terminer, vers le nord de la Catalogne, vers là où les Pyrénées commencent à tomber dans la mer. Et sur le point rouge que vous voyez ici, à Agullana, Capmany, les 4 dernières années, nous avons travaillé sur un projet d'agriculture régénérative sur 200 hectares de terrain. Donc, ce que l'on a fait, finalement, c'est créer une école de permaculture et en partant de certaines cultures autochtones qui ont été relancées avec des méthodes traditionnelles non industrielles, nous avons proposé cette synergie de façon à reconnecter une espèce animale qui commence en partie à être à nouveau consciente, à reprendre conscience de ce cycle en se désintoxiquant de l'inertie de ces 100 dernières années, de cette dynamique plus compétitive de l'éducation industrielle, en fait. Et par hasard ou pas, au cours de la dernière année, des 18 derniers mois, on est allé à la recherche de personnes pour travailler sur des questions d'école, de formation, de formation consciente, de prise de conscience, qui ressemblait à ce que l'on avait il y a une centaine d'années en Espagne, lorsque le système républicain proposait l'école de la forêt, de la mer, avec des pédagogues, etc., des systèmes comme le système un peu Montessori. Donc nous travaillons un peu sur ces questions depuis 1 an et demi environ, mais qui étaient bien en lien avec ce projet de régénération de tout un territoire. Et la seule fonction, c'est de refixer du CO2 sur ce sol régénéré qui génère à nouveau des matériaux organiques, des matières organiques. Donc, ce que nous avons fait, c'est d'essayer de lire les conditions du lieu très puissantes et les activer avec des petites actions, outre la réhabilitation de certaines constructions traditionnelles, des mâts, des entrepôts agricoles, des anciennes granges qui seront utilisées par l'école de permaculture, etc., etc.
Et toutes ces structures de granit que vous voyez renvoient à quelque chose qu'on verra plus loin. Et ces branches qui sont tombées des chênes verts, eh bien, nous les utilisons pour faire les skylines dans la topographie de l'agriculture régénérative plutôt que de faire des murs de pierre sèche. En fait, tisser en fait les branches avec les racines de façon à modifier la topographie avec moins d'effort que celui des murs de pierre sèche. C'est une autre technique que nous appliquons également, de la pierre sèche ici. Donc la traditionnelle transpire, ça fonctionne très bien. Et c'est justement ce que nous permet cette matière d'arriver à Capmine, qui est donc la municipalité voisine. Ça fait 3 ou 4 ans, eh bien, nous avons découvert cette parcelle. Nous avons découvert donc cette pierre de granit et beaucoup de ces pierres sont affleurantes ici, affleurantes. Donc, ils voulaient une maison traditionnelle avec des murs en béton, des piliers, un grand sous-sol. Et ce que nous avons proposé, c'est de faire une sorte de petite ici, de creuser, de sortir un peu les sables, de découvrir les pièces de granit et adapter l'habitat à ces éléments résistants qui sont les structures de granit. En général, c'est 5 pièces. Cette zone commune qui est ici en bas, c'est une vision panoptique et une communauté qui vit. Il y a une expérience de l'habitat qui est en relation avec les 4 éléments naturels. Et l'étage principal, ici, il y a une forte capacité à la construction. Ce qu'on propose, c'est que la terre remplisse ces espaces. Ces éléments que vous voyez sont des éléments résistants qui sont recyclés, qui viennent du marché et qui permettent d'occuper un espace de 3 mètres par 5 avec une cour derrière et une cour commune devant, une sorte d'impluvium aussi, qui permettent d'interpréter cette préexistence des pierres, mais qui, à la partie supérieure, recharge, accueille à nouveau la terre qui avait été retirée, ce qui permet de planter un jardin habitable avec des arbres fruitiers. Et si l'on vous retourne au projet CELO, donc on a ces trous de 10 cm, on change d'échelle et on passe de 10 cm à 300 cm avec cette excavation au fond, ces fouilles-là avec ces excavations à l'arrière avec les cours arrière. Et ce qu'on propose, c'est des sortes de pièces préfabriquées qui permettent de construire ces habitats qui ont comme intérêt cette inertie thermique de la terre, n'est-ce pas? La matière végétale à chaque extrême et l'evapotranspiration avec la ventilation croisée. Voilà l'échelle. Voilà ici les 2 tubes qui se rejoignent. On les construit ici. Et cela va permettre de créer une nouvelle topographie dans le temps, dont l'objectif est une sorte de changement d'habitude. Ça serait un peu la version domestique du musée du climat de la ville de Lérida. Donc l'étage principal avec les arbres de l'habitat, de l'ombre, des arbres fruitiers, des pierres qu'on a extrait de ces en creusant. Donc tout cela que l'on peut visualiser. Et puis sur la parcelle municipale supérieure, on l'a utilisé comme carrière pour extraire ces nouveaux matériaux.
Donc, il y a 3 refuges sur la partie supérieure. Ici, il n'y a pas toutes les menuiseries. Là, en revanche, là, on la voit. Et puis, on a donc cette continuité qui, en fin de compte, est un exercice d'excavation, remblai et restitution de matière pour terminer, comme nous l'avons vu dans l'exercice, à partir de ce moment jusqu'à obtenir cette nouvelle topographie. C'est une construction en continuité qui nous lie, qui nous relie une fois de plus avec ce rocher dont on a parlé au départ, avec cette cabane de pêcheurs ou avec cette construction moderne qui date de 1957, qui au cours des 4 ou 5 dernières années, j'ai eu la possibilité de réhabiliter, de façon à recréer cette condition de lieu à un moment donné où elle avait été pensée plus comme un temple avec ses pins qui venaient d'être à peine plantés, mais 50 ans après, ils ont transformé ce temple en une sorte de maison et nous avons habité, nous avons réactivé le lieu en profitant du garage pour faire un programme d'habitation beaucoup plus important et ils nous demandaient également une piscine en dessous pour pouvoir nager alors que on est sur une péninsule, on a la mer de part et d'autre. Alors, sur cette goutte d'eau qui continue à traverser le territoire, eh bien, il n'y a que cette petite, finalement, point d'eau qui permet de relier la Méditerranée avec les Pyrénées dans cette position qui nous permet de ne pas entrer en conflit avec la maison, mais elle est en dessous. On a l'horizon de la mer, comme horizon de la mer avec l'élément débordant, et puis la vision du village de Cadaqués. Donc, on le met un peu à l'extérieur. On travaille la pierre en verticale pour travailler en fait en cercle à 360 degrés qui s'adapte un peu au périmètre et verticalement, il est plus proche, à la différence de la pierre horizontale, elle est plus proche du pli de la roche ou même de l'écorce des pins. C'est plus, disons, une sorte de fontaine d'eau, de retenue d'eau, mais cela nous permet d'établir ce lien avec la mer et la vision. On voit au fond les Pyrénées tels qu'ils tombent dans la mer sur ce lieu ici qui est Cadaqués et où, dans ce point, j'ai également réalisé une autre maison ici, mais que je comprenais comme un patrimoine préexistant, comme la véritable disons, conditions du lieu avant notre intervention. Ici, on a ces terrasses de pierre sèche avec des activités domestiques ici qui nous donnaient cette diagonale. Et ce que nous avons fait, finalement, c'était nettoyer toute cette parcelle, retirer toutes les constructions, reconnaître la préexistence des arbres qui étaient là avant le débroussaillage et en utilisant les murs de charge qui étaient toujours en tangente par rapport aux murs existants pour pouvoir planter une oliveraie et comprendre les vents dominants, le cercle solaire, les ombres, des petits refuges, des espaces qui, selon le moment de la journée, peuvent être interprétés pour être abrités à un moment de la journée au nord, au sud, au centre, à l'ouest, tout comme on habiterait un peu le territoire de Cap de Creus. Les murs vraiment enveloppent la maison avec d'autres fonctions. La roche qui a été extraite, qui apparaissent ici avec une certaine inertie, les horizons recherchés, eh bien, sont toujours en dessous des oliviers, c'est-à-dire qu'avec le temps, les oliviers grandiront et donc c'est la mer Méditerranée, non pas au-dessus des oliviers, mais en cherchant cette inertie avec cette vision domestique qui se trouve sous l'arbre. Cette structure qui lie le territoire et les vents dominants en analogie et pas en métaphore, avec ces cavités, avec ces petites baies qui permettent de se protéger du nord. En fait, ces pentes qui apparaissent parfois seraient une analogie à une autre échelle avec la péninsule du Cap de Creus en tant qu'habitat, que lieu, qui est donc l'objet de ma thèse de doctorat sur laquelle j'ai travaillé pendant de nombreuses années. Je l'ai remise en 2016. C'est donc tout ce système des murs de pierre, des pierres sèches,
habité ou construit en tant qu'anthropisation humaine depuis le XVIIe siècle jusqu'au XIXe siècle. C'est une photo que j'avais prise en 1986 après un grand incendie qui a révélé, ce qui a impressionné beaucoup de personnes, et moi-même aussi, et qui des années plus tard a été un peu cette graine qui m'a permis de faire naître cette thèse de doctorat, qui est une géographie, cette géographie qui en 98 sera déclarée comme un parc naturel. Je dis à la directrice de ce parc naturel que ces lignes noires sont construites par une espèce animale, qui est l'espèce humaine, et que c'est très importante. Donc, il y a une grande anthropisation. À l'école d'architecture de Barcelone, ils n'ont pas accepté comme sujet de doctorat le fait de travailler sur une géographie. Et je leur ai rendu la question en disant que si je veux le faire à grande échelle, eh bien, je devais travailler sur l'urbanisme, une grande ville. Donc, je leur ai fait ce dessin en leur demandant s'ils il n'y avait pas eu avec les plis de la topographie, avec toutes ces... Il y aurait probablement une grande ville qui aurait été là. Je leur fais cet exercice et je leur demande s'il existait une ville comme celle-ci, dans ce cas-ci c'est Barcelone, qui est donc à la même échelle, et construite avec un seul matériau sec, est-ce que ça serait l'objet d'une thèse d'architecture? Ils me disent oui, mais là c'est un parc naturel. Je leur dis qu'en fait il y a une grande structure agricole, qu'elle était déjà construite, dessinée, que j'ai étudié l'architecture justement pour pouvoir travailler l'habitat de l'être humain dans le projet de la Terre, ville, non-ville, et voir les conditions entre elles. Et à partir de là, ils m'ont laissé développer cette thèse où, voilà, j'ai cet espace dans un lieu qui, du point de vue un peu imaginaire, se trouve actuellement, une sorte de topographie terre, une topographie eau, construction humaine, avec des taches d'encre noire, blanc qui est donc naturel, noir, construction humaine. La réalité, c'est celle-ci. Voilà, tous les murs sur ce fragment de Cap de Creus qui ont été construits avec un programme agricole. Donc l'analogie avec Barcelone, le centre historique, l'ensanche de Cerdà, dans l'Eixample, donc tous les murs qu'il y a sur chaque îlot, et l'analogie est là. C'est une ville qui, au XIXe siècle, en rouge, a besoin de s'agrandir avec un programme urbain, avec ce qu'on appelait l'Eixample, l'agrandissement de Cerdà, un village de pêcheurs et d'agriculteurs qui, entre le 19e et 20e siècle, a besoin de s'agrandir avec un programme agricole. Ici, toute la cartographie de la thèse, les excédents de matériaux accumulés qui descendent, et je me rends compte qu'ils descendent le long des ruisseaux, comme cette goutte d'eau qui continue à descendre, et cette matière produit en fait du désempierrage et arrive finalement sur les plages et construit un paysage anthropique, des plages artificielles qui, socialement, sont considérées comme étant les plus sauvages du Cap de Creus et les plus naturelles, de façon paradoxale. Sur la thèse, eh bien, il y a une question qui surgit au cours de la thèse, associée avec cette phrase de Walter Benjamin. Je n'ai pas besoin de dire quoi que ce soit, il suffit de le montrer, ce qui démontre que le traitement cohérent en recherchant ces relations harmonieuses donne des formes déterminées qui proposent d'habiter et qui, en étant habitables, eh bien, la réalité, bien qu'on utilise l'abstraction au cours du processus du projet, revient et permet donc que ce lieu soit de l'architecture. Ce que je vous disais au début, donc les pierres, ici, comme l'ardoise, qui sont polies avec le temps, elles arrivent à l'eau. Ce sont des pierres d'argile qui sont le produit de la bulle immobilière, du tourisme au cours de ces 50 dernières années. Et puis, les pierres de verre qui, lorsque jusqu'à il y a quelques années, en fait, les gens se déplaçaient avec des contenants en verre et elles sont usées. Et donc, ces pierres arrivent à la mer et cette ligne d'horizon que l'on voit, c'est le dernier exercice dont je peux vous parler, qui peut-être pour moi est le plus important de tous les travaux que j'ai faits dans mon cabinet au cours de ces dernières années, ces 30 dernières années. C'est donc lié à cette ligne d'horizon dans un lieu qui sont en fait au mois de janvier, il y a des anticyclones d'hiver, la mer est calme, où l'horizon disparaît à certains moments de
la journée avec la lumière d'hiver et l'air et l'eau se rejoignent et il semble que l'on est en train de flotter dans un hyperespace. Et dans ce lieu et avec ces pierres qui sont descendues en 1995, j'ai pensé à une action, des questions que je me posais en tant que jeune architecte sur les dimensions, l'espace, le temps, l'énergie, etc. Et j'ai proposé donc de lier cela avec une tradition, c'est en fait faire le ricochet, comme on dit en français, donc ce qu'on appelle les pasanellas. Et je propose de transformer cela en espace collectif où plusieurs lanceurs, 10, vont essayer de générer des séries vers l'horizon. Cette réticule éphémère qui sont des bouées avec des séparations de 4 mètres. Il y a donc 8 divisions en verticale, 5 mètres et vers l'horizon, donc 40 mètres, donc 1600 mètres carrés au-dessus de la mer, dans laquelle, de façon imaginaire, je superpose un pentagramme, une portée musicale pour établir le lien avec le temps. Les 8 divisions vers l'horizon, c'est une octave musicale. C'est l'octave. Et c'était à cela que je pensais. Et en fin de compte, voilà les mains, le lieu, la pierre qui se trouve là, mais qui arrive depuis tout ce processus que je raconte dans la thèse, parce que, bien sûr, tout cela est antérieur. Je ne le savais pas encore à ce moment-là. Lorsque je faisais cet exercice, les bouées qui filent vers l'horizon, et puis ici, une sorte de cadre de jeu où cette portée qui représente l'octave musicale, les deux données, distance et nombre de bouées, nous donnent un ton et un temps. Là où la pierre s'enfonce, c'est le ton, la distance et la perspective. Le numéro ici nous donne les 4 temps, 1, 2, une blanche, noir pointé, noir ou croche ici. Et voilà l'espace public que l'on a proposé pendant 22, 23 ans jusqu'à l'année 2017. En 2016, c'était le 20e anniversaire. En 2017, il y a eu un concert où les 990 données de ces lanceurs et les différentes éditions. On a demandé à un chef d'orchestre ami, on a proposé un énoncé pour chaque compositeur et chaque compositeur transforme le registre acoustique de chaque année en un élément avec un rapport harmonique. Donc, ces différentes compositions de musique, en fait, le chef d'orchestre les rejoint dans des intervalles, ce qui nous donne une suite de 90 minutes, ce qui nous permet de clore ainsi le projet en 2017 lors du Festival international de musique de Cadaqués, qui a été joué par l'orchestre de Cadaqués, l'orchestre symphonique de Cadaqués. Et en fin de compte, pour moi, c'est un projet très important. Comme vous voyez, cela parle de processus et de consolidation de forme. Voilà l'édition 1999 avec 50 participants, le nom de chacun. L'analogie est bien celle-ci. Nous avons généré des conditions de l'habiter sur la base d'un lieu, l'analogie avec Salou, la vie, le passage du temps, les personnes qui utilisent, construisent la forme finale du projet. Voilà pourquoi nous parlons d'habiter et pas tellement de substantifs comme l'architecture. Voilà les 990 personnes au cours de 20 ans. Ce sont ces personnes-là, chacun a lancé des pierres. Et là où cette pierre s'est enfoncée de façon coopérative, tout comme le système de murs. Et ici, cet échiquier qui a généré cette relation entre 3 dimensions, espace-temps, énergie pendant 20 ans. Et qui, pour en terminer, eh bien, je vais vous transmettre quelques images avec un registre avant d'être transformé par les compositeurs en 1999.
Gracias. Voilà, merci beaucoup.